Amélie de Montchalin, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Hier, dimanche, il y a eu le vote dans les 28 pays de l'Union. Hier, réunion des chefs d'État et de gouvernement des 28. Ils étaient tous ensemble pour préparer les futurs choix. Pour préparer quoi ? La présidence de l'Union européenne, la présidence du Conseil européen, de la Commission, oui. Oui. Bah bon. Il n'y a pas de président de l'Union encore. Oui, c'est pareil, quoi. Sinon, on serait un État fédéral, oui, mais on n'est pas un État fédéral. C'est vrai. Présidence du Parlement européen et qui à la tête de la Banque centrale européenne, qui à la tête de la diplomatie européenne, Amélie de Montchalin. Alors, quelle est la position de la France, d'Emmanuel Macron? La France considère que nous sommes dans un moment de vérité européen et qu'il nous faut absolument respecter ce qui sort des urnes. C'est quand même la base de tout projet démocratique, c'est de respecter ce qui sort des urnes. Ce qui sort des urnes, c'est que pour la première fois depuis 1979, on n'a pas la gauche et la droite. On n'a pas le fameux PPE contre ou avec les socialistes. On a au centre deux grandes forces qui ont beaucoup augmenté leur influence. La force, on dit libérale, mais ALDE, mais surtout Renaissance, un pôle centriste qui a aujourd'hui une centaine de députés. Et puis on a les Verts. Et que dans cette configuration-là, la France dit d'abord, il faut qu'on regarde le projet, l'ambition, la dynamique qu'on veut créer en Europe, les résultats qu'on veut apporter aux Européens, et que sur la base de ce projet, de cet agenda stratégique, eh bien, nous choisissions la personne. Si on continue de faire des petits arrangements entre amis, dans les couloirs, on se dit voilà, on est d'accord sur rien, mais on se met d'accord sur l'essentiel, qui était à l'époque le bonhomme qu'on met à la tête de la Commission européenne, ou la femme qu'on met à la tête de la Commission européenne. Et il n'y en a jamais eu. N'a jamais eu. Mais et comme ça, pendant 5 ans, au fond, on s'arrange pour que ça avance, mais pas trop vite, et qu'on reste sur des choses un peu comme en cohabitation, sur des choses qui sont consensuelles. Eh bien, l'Europe continuera de faire ce qu'elle a fait depuis des années, c'est-à-dire faire des choses, mais pas assez pour que les citoyens y croient et que du coup, on puisse vraiment combattre les eurosceptiques sur un sujet qui sont les résultats. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une équipe de gens compétents, de gens crédibles, de gens qui puissent incarner l'Europe et qui donc puissent permettre aux citoyens européens de se dire dans 2 ans, dans 5 ans, quand on revote, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dimanche. Oui. Et donc, il faut qu'on continue. Alors, mais j'ai une question claire. Est-ce que vous êtes opposé à la candidature de Manfred Weber, le candidat allemand de la CDU, soutenu par Angela Merkel à la tête de la Commission européenne? Oui ou non? On est opposé au fait que ce soit automatique. Donc vous êtes opposé à la candidature de M. Weber? On est opposé au fait que, sous prétexte qu'il représente le PPE qui a le plus de députés au Parlement européen, alors, par miracle, ils deviennent Donc vous êtes opposé à la candidature de M. Weber? Non, je ne suis pas opposé par principe à M. Weber. Je suis opposé au principe qui est que le parti la France qui arriverait... ne le soutiendra pas. Nous soutenons aujourd'hui le fait qu'il y a un processus très clair. Le Parlement réfléchit à ce qu'il veut faire. Les conseils européens réfléchissent à son agenda stratégique. Monsieur Tusk, le président du Conseil européen, a reçu un mandat hier soir pour voir sur est-ce que les 2 feuilles de route sont cohérentes. Est-ce que le Parlement veut faire un truc très très différent du Conseil? Dans ce cas-là, on a un problème. Mais donc, comment on déjà, sur le fond, sur le contenu, sur le projet, on se met d'accord? Et ensuite, quelles sont les bonnes personnes? Là où on est opposé, c'est qu'on avait dit, si on a des listes transnationales, c'est-à-dire que si M. Weber avait fait campagne dans toute l'Europe, si il avait pu se présenter en disant, voilà, moi je veux être président de la Commission, voilà l'équipe de tous les pays que je mets avec moi, et je veux... Dans ce cas-là, c'est démocratique. Mais là, qui connaît en France M. Weber? Qui connaît? Ça veut dire que vous ne soutiendrez pas M. Weber. On est bien d'accord. En tout cas, ce qu'on n'a pas soutenu. Vous êtes en opposition avec Angela Merkel. Ce qu'on n'a pas soutenu. On est bien d'accord. Ce qu'on n'a pas soutenu hier. Et effectivement, c'est un point de méthode sur lequel on est en désaccord. C'est qu'on n'a pas soutenu hier le fait. Il y a des accords entre la France et l'Allemagne sur ce point. Sur la méthode, qui est de dire, ce n'est pas parce que le PPE a le plus de sièges qu'il doit, dès hier soir, devenir président de la Commission. Peut-être qu'à la fin, on se rendra compte que c'est la solution qui s'impose. Mais on veut d'abord avoir fait ce travail, et je pense qu'on le doit aux Français. Donc vous soutenez... On veut d'abord avoir fait ce travail très précis de projet. Alors dans le cadre de ce projet, pardon Amélie de Montchalin, mais que les choses soient claires, soyons pour que très chacun clairs, puisse comprendre. Et je pense qu'on doit aux Français cette clarté, et que peut-être sur l'Europe, depuis trop d'années, on n'a jamais été suffisamment clair. On a eu ces arrangements, je vous dis, dans les couloirs qui ne sont pas démocratiques et qui font monter les extrêmes, parce que les Français ne comprennent pas comment leur vote se transforme. Le candidat automatique des Allemands, c'est M. Weber. Vous ne voulez pas de cette automaticité de candidature. Donc vous ne voulez pas de M. Weber. Non, je ne veux pas de l'automaticité. Oui, enfin c'est pareil. Vous avez 3 candidats possibles. 3.
la Danoise, Margrethe Vestager, on est bien d'accord. C'est une Frans personne Timmermans, on est bien d'accord. pour les socialistes, social-démocrate, et Michel Barnier. Ce sont des candidats, mais il y a d'autres noms. Je peux vous dire, Madame Georgieva de Bulgarie, c'est un autre nom. Je peux vous donner plein de noms d'autres gens qui pourraient. Enfin, ces trois-là me paraissent bien placés. Ils sont effectivement des gens dont on discute, mais je vous dis, il y a d'autres noms qui sont aussi discutés. Et comme l'a dit le président hier, il y a bien 4 postes aussi sur lesquels il faudra qu'on trouve une parité homme-femme, une représentativité de la diversité politique. Ça tombe bien, on a 4 groupes au Parlement. On a 4 postes. On a aujourd'hui des pays de l'Est et des pays de l'Ouest qui ont tous, on le voit, sauf à quelques exceptions près, porté le combat écologique très très haut dans les priorités et beaucoup plus haut que ce qu'on pensait. Donc on a des choses sur lesquelles on peut construire. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, en Europe ? On veut que sur le climat, on avance. Ça tombe bien, on a une force verte au Parlement très forte, ça nous fait un bon aiguillon, ça va nous permettre que ce qu'on a commencé à construire, notamment au sommet de Sibiu, d'avoir 9 pays, puis maintenant avec l'Allemagne, une coalition pour dire, quand on retourne à l'ONU, en septembre, l'Europe peut porter une voix forte sur la mission climatique, on y travaille. On veut travailler sur la protection, les frontières, la défense. Ça aussi, ça demande des gens, vous voyez, qui ont l'expérience, qui peuvent agréger. Et aujourd'hui, on a des points de vue différents. Donc, on a besoin de gens qui ont une vraie force intellectuelle. Et puis, on doit travailler sur le modèle social et le modèle économique. Qu'est-ce que ça veut dire une Europe sociale ? Qu'est-ce que ça veut dire un salaire plancher en Europe ? Qu'est-ce que ça veut dire des cotisations sociales après le travail détaché qui soient aussi payées dans le pays où on travaille, etc., etc. Bref, on doit faire des choses concrètes. Et les Européens, vous voyez, en France, on parle beaucoup du Rassemblement national, mais la coalition pro-européenne, elle est largement en tête. Et donc, on doit aux citoyens qui ont fait confiance à l'Europe des résultats. Et pour des résultats, il faut qu'on ait des gens compétents. Alors, et Amélie les gens de dont on Montchalin, parle, je termine avec Monsieur Weber. Je termine une dernière fois parce que vraiment, non, parce que on a tellement vanté le couple franco-allemand qu'il y a dissension dans le couple sur cette question précise. Mais vous savez, les Espagnols, ils sont pas tellement pour, les Portugais, ils sont pas tellement pour. Ça veut dire que la France mettra son veto ? Aujourd'hui, peut mettre son veto ou pas ? Aujourd'hui, d'abord, la France n'est pas du tout toute seule. Non. Il y a beaucoup d'autres. La France, mais répondez-moi, mais pourquoi vous me répondez pas ? Oui, la France peut mettre son veto. D'abord, techniquement, on peut mettre notre veto. Mais la France n'a aucune envie de dire à ses partenaires, à la fin, on bloque le système et on n'a pas de président. Ce qu'on veut, c'est trouver une méthode. Et donc, ce qu'on a décidé hier, de manière très apaisée, c'est que M. Tusk propose le 20 juin au Parlement une espèce de vision de ce qu'il aura entendu dans la capitale, ce qu'il aura entendu au Parlement. Il va faire une espèce de consultation. Il va proposer des candidats, non, M. Tusk ? Il va proposer des candidats en disant, au vu de ce que je vous ai entendu... Et chacun va voter sur ces candidats. Alors, en général, au Conseil européen, il n'y a pas un vote. En général, on travaille par consensus. On se met d'accord, oui. Et donc, on espère pouvoir continuer à le faire. Ce sont des moments difficiles. Pourquoi c'est difficile ? Pas parce qu'on l'Allemagne met son veto d'un côté et la France de l'autre, on risque d'être bloqué. Oui, mais vous savez, on n'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU. Où on travaille par veto, on travaille par compromis. Et donc ça prend un peu de temps. Mais je pense que pour les 500 millions de citoyens européens, on leur doit, c'est quelques semaines où on va travailler activement. La France ne mettra jamais son veto. C'est pas l'ambition du président. Le président, il veut rassembler. Il a aujourd'hui... Vous écartez toute idée. Non, mais on n'écarte pas l'idée d'un veto, c'est dans les traités. On a le droit de le faire. Mais je sais, c'est pour ça que aujourd'hui, je peux vous parler, on a les Portugais, les Espagnols, les pays du Benelux en grande partie, qui soutiennent cette idée qu'on ne peut pas revenir au Parlement européen, à la Commission, comme si rien ne s'était passé. La participation a été élevée, les Européens nous ont dit l'Europe nous intéresse, en négatif ou en positif, mais ça nous intéresse. Et que disent les souverainistes et les nationalistes, les populistes qui ont été élus ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Ils étaient à la conférence des présidents hier. Je crois qu'ils n'ont pas participé spécialement aux discussions. Ils n'ont pas de candidat, eux ? Je crois qu'ils n'ont pas de candidat. En tout cas, ils n'ont pas exprimé dans les cercles de discussion une proposition qui puisse réunir la double majorité du Conseil européen et du Parlement européen. Amélie de Montchalin, il y a une nouveauté depuis dimanche. C'est qu'il n'y a plus de majorité au Parlement européen avec 2 partis. Tout à fait. Les conservateurs et les sociaux-démocrates. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir négocier et faire des choses en ayant justement cette culture du compromis. Est-ce que vous allez travailler avec les Verts au Parlement européen ? Bien sûr. Est-ce que vous allez travailler avec les sociaux-démocrates au Parlement européen ? Mais le Parlement européen, c'est un endroit où on doit faire du compromis avec 2 difficultés. C'est qu'on est très différents dans nos pays et on est très différents politiquement. Le Parlement européen, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. En permanence, on travaille avec les uns et avec les autres. On prend un thème, la Banque européenne du climat. Ça intéresse les sociaux-démocrates, ça intéresse les Verts. Le plan Juncker, où on en a beaucoup parlé, qui a permis d'investir en Europe, vous savez que c'est une idée des sociaux-démocrates au départ. C'est pas l'idée de M. Juncker, il a mis son nom dessus, parce qu'il a trouvé que c'était une bonne idée. Donc c'est un lieu où, bien sûr, que sur de nombreux sujets, on travaillera avec les Verts. Et puis sur d'autres sujets, on sera peut-être pas d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait non seulement une majorité des États, et ça c'est mon travail,
de pouvoir aider les ministres thématiquement à avoir des alliés, à avoir, par le réseau diplomatique, des alliances, des majorités au niveau des États, du Conseil des ministres, et puis ensuite, il faut que cette majorité reste au Parlement. Le Brexit, le 31 octobre, là, c'est fini. Il n'y a plus de renégociation possible, il n'y a plus d'accords nouveaux, plus de... Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce qu'on a décidé le 10 avril, et on est bien conscient qu'aujourd'hui, il y a un coût économique, un coût politique, collectif, et pour les Britanniques et pour les Européens, très fort, à cette situation d'incertitude. Il n'y aura aucune renégociation de l'accord. Michel Barnier était très clair, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, c'est les termes d'objectifs futurs, de comment on aimerait la proposition de une fois le divorce passé, qu'est-ce qu'on pose comme base pour le début de la négociation sur la relation future, mais sur l'accord de divorce, on a des lignes rouges très claires. Notamment, on a le fait qu'il faut qu'on protège les Irlandais. C'est extrêmement important qu'on ne leur mette pas une frontière si on ne sait pas gérer cette frontière. Parce qu'on voit que c'est un problème même de sécurité et de stabilité de leur région. On a aussi un autre principe, c'est que c'est pas à la carte. Vous pouvez pas avoir la libre circulation des biens et puis vous dire que sur les personnes, par contre, vous mettez les frontières. Donc on a des principes. Et donc le nouveau Premier ministre ou la nouvelle Première ministre britannique aura effectivement assumé la suite d'un processus qui a été bloqué aujourd'hui, on peut le dire, pour des raisons très partisanes. Le dialogue transpartisan au Royaume-Uni est très difficile et on pense quand même qu'il faut qu'il y ait une majorité à un moment qui se dégage. C'est quand même les Britanniques qui ont choisi démocratiquement de lancer ce processus, c'est à eux de le conclure. Bien, Amélie de Montchalin, General Electric. Voilà une entreprise qui nous avait promis d'embaucher 1000 personnes, 1000 emplois. Et voilà une entreprise qui supprime 1000 emplois, qui va payer 50 millions d'euros, qui a déjà même payé 50 millions d'euros d'amende, c'était dans l'accord. Hein, on est bien d'accord. L'État va abonder. Tout à fait. Jusqu'à hauteur de 50 millions d'euros, si j'ai bien compris. C'est ce que nous avons effectivement dit, c'est que pour 1 euro d'argent de l'entreprise, l'État accompagnait. Bon, il va falloir trouver, je ne sais pas, des entreprises qui vont venir s'installer localement, parce qu'il faut bien reclasser toutes celles et ceux qui se retrouveront sans boulot. C'est la période industrielle dans laquelle on est. D'un côté, on voit que depuis 10 ans, on recrée des emplois industriels en France et c'est une excellente nouvelle. On voit aussi qu'il y a des investisseurs étrangers qui viennent créer des usines en France et c'est une extrêmement bonne nouvelle. Dans le cadre de l'activité... d'ailleurs que nous aurons de nouveaux chiffres la semaine prochaine, c'est bien cela ? Exactement. Tous les trimestres, on a des chiffres sur l'emploi industriel et on voit aujourd'hui que pour la première fois depuis 10 ans, ça résiste. On recrée des emplois. C'est une bonne nouvelle pour nos territoires, c'est une bonne nouvelle pour notre économie. Mais après, on a l'activité de GE dont on parle. C'est des turbines à gaz. On parle beaucoup, vous savez, de transition écologique. Oui. Avant, des turbines à gaz, on en vendait des centaines. Aujourd'hui, on en vend des dizaines. Oui, pour les centrales à charbon. Les centrales à gaz, en l'occurrence. Et aujourd'hui, on fait de l'énergie renouvelable. Donc, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec, vous savez, 2015, etc. On est sur une activité industrielle où, le monde changeant, il faut qu'on arrive à accompagner la transition. Dans de nombreux territoires, autour des centrales à charbon, c'est un autre sujet, mais on fait des contrats de transition justement écologiques en disant vous êtes en train de fermer une activité qui était polluante, on essaye de vous trouver les moyens d'organiser une nouvelle activité qui est renouvelable et durable. Et donc notre combat et notre défi, ça va être effectivement que ces salariés soient accompagnés pour qu'ils puissent retrouver des compétences qui soient adaptées à des industries qui, elles, ont de l'avenir. Et effectivement, les turbines à gaz, c'est compliqué aujourd'hui d'imaginer continuer à en faire ou les subventionner puisqu'il n'y a plus de marché au niveau mondial pour... les énergies renouvelables prennent de plus en plus de place. C'est une bonne nouvelle. Mais ça a des conséquences et c'est là qu'il faut qu'on accompagne. Il faut qu'on forme. Et c'est tout le plan du gouvernement de formation, d'accompagnement des territoires, d'investissement, d'attractivité. Pourquoi on attire des entreprises étrangères ? Pas parce qu'on aimerait particulièrement les étrangers, mais parce qu'on sait qu'ils peuvent investir dans notre pays et développer des activités. Pas trop d'entreprises qui promettent de l'emploi puis qui en suppriment ensuite. Et je crois que le président et Bruno Le Maire a été très clair. En l'occurrence, la création d'emplois qui a été promise, c'était dans le cadre d'une fusion. Et il faut absolument que les engagements soient tenus et nous serons extrêmement vigilants là-dessus. Le patron de General Electric, c'est pas un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, non ? Vous savez, si on commence à rentrer dans ce genre de débat, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Si on commence à faire des débats de personnes... Mais je ne dis pas... C'est vrai. C'est sûrement. Vous pouvez. C'est factuellement vrai. C'est factuellement vrai. Voilà. Maintenant, c'est tout. Mais je dis simplement. Mais le sujet. Je dis une autre chose. Amélie de Montchalin, c'est que l'information est tombée après les européennes. C'est voulu ou pas ? Je vais être direct. Je crois que sur Ascoval et sur d'autres dossiers, je crois qu'il y a eu des débats pendant les européennes. Donc si nous étions en train de piloter finement ce genre de choses en fonction des calendriers électoraux, je crois qu'il y a beaucoup de débats qu'on a eu pendant les dernières semaines qu'on n'aurait pas eu. Et vous voyez qu'on est assez honnête là-dessus. La réforme de l'assurance chômage, bientôt. Bonus-malus pour limiter les contrats courts. On est bien d'accord. C'est essentiel. Ce sera dans la réforme.
C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, c'est ni bon pour l'économie, ni bon pour les personnes. Ça crée un système qui est coûteux pour la collectivité et qui n'est pas bon pour l'économie parce que c'est des personnes qui, notamment sur la formation et sur la vie quotidienne qu'elles ont des contrats qui créent une précarité naturelle parce que c'est intéressant économiquement pour elles d'être dans ce système-là. Pour les entreprises, ça crée beaucoup de coûts. C'est des personnes que vous ne pouvez pas former, faire évoluer. Et pour les personnes qui vivent ça, c'est en permanence l'incertitude de savoir si, à la fin du mois, on aura travaillé le nombre de jours suffisant pour pouvoir boucler sa fin de mois. Baisse du plafond des indemnités des cadres aussi. C'est un débat, effectivement. C'est pas un débat, c'est décidé. Mais c'est un débat sur les moyens de le faire. C'est décidé, on est bien d'accord. C'est un sujet, effectivement, où la France est très différent de des pays voisins. C'est décidé, on est d'accord. Je n'ai pas aujourd'hui les détails sur la manière de le faire. C'est dans quelques jours que le projet de loi sera présenté. Eh bien, quand il sera présenté au Conseil des ministres... Vous allez passer de 7 700 € maximum à 4 800. Je verrai les choses en Conseil des ministres et je crois, Jean-Jacques Bourdin, que je ne suis pas sûr que l'intégralité de la chose soit un projet de loi. Il y a aussi des dispositions qui sont des dispositions réglementaires ou des décrets. Mais là, en l'occurrence, 7 700 à 4 800, oui. Eh bien, nous verrons. Et le but de tout ça, c'est qu'on permette à notre économie surtout de se former. Il faut qu'on crée des emplois à la base. Autre point sur cette réforme, qui est importante de l'assurance chômage. Vous êtes bien d'accord, mais c'est une réponse essentielle. On a fait la réforme du contrat de travail. On a fait la réforme de l'apprentissage, la réforme de la formation. Et il faut que sur l'assurance chômage, on soit dans une logique où on aide, et on vient d'en parler sur GI, etc., qu'on aide à la reconversion, à la reformation, et que ceux qui perdent un emploi puissent rapidement en trouver un durable. Le but, c'est pas de cumuler des petits contrats à la suite. Ce n'est pas bon pour l'économie, ce n'est pas bon pour les personnes. Et un chômeur sur 5 touche plus au chômage qu'en emploi aussi. Et donc, c'est là qu'il y a un sujet, effectivement, de s'assurer que le travail, et ça a été notre combat depuis des mois... Toutes les règles seront remises à plat. Que le travail paye toujours plus que quelque chose qui ne s'appelle pas le travail. Toutes les règles seront remises à plat. Oui, on est en train de travailler pour que les choses soient lisibles. La durée d'indemnisation, par exemple ? Alors, il y a la durée, il y a la dégressivité, il y a les plafonds dont vous m'avez parlé, il y a les contrats courts, il y a énormément de paramètres. Et donc Muriel Pénicaud consulte, puisque les partenaires sociaux n'ont pas pu par eux-mêmes présenter une copie collective, et donc nous sommes en train d'y travailler, et ce sera présenté de manière très transparente au prochain Conseil des ministres, en tout cas à la date... Déjà ? Au prochain, avec un S, lors d'un prochain Conseil des ministres. En juin, dans tous les cas, c'est certain. On est bien d'accord. Vous avez travaillé à droite, Amélie de Montchalin, avec des hommes de droite, avec Valérie Pécresse, avec Alain Juppé. J'ai eu une expérience de militante, de jeunes engagés qui, effectivement, à ce moment-là, me retrouvaient dans les valeurs du centre droit. Est-ce que ce qui s'est passé dimanche avec les Républicains est une chance pour la République en marche dans la perspective des municipales ? Vous savez, les municipales, déjà, c'est un enjeu très différent des élections nationales et surtout des élections européennes. Donc je ne pense pas qu'il faille tirer de conclusion. On a d'ailleurs vu que les scrutins étaient parfois surprenants depuis quelques années. Et donc je pense que si on se met à faire de la politique fiction, on s'en sort pas. Les municipales, c'est un enjeu de comment, au niveau local, on refait marcher des politiques publiques qui soient notamment sur une question d'égalité territoriale. Moi, j'ai été élu député d'une circonscription très diverse. Des petites communes, des grandes communes, des communes... Voilà, plutôt pavillonnaires, des communes où justement il y a des quartiers populaires. On a besoin d'avoir des élus locaux, des maires qui soient soutenus, qui puissent avoir des vrais projets locaux, qui puissent notamment aider sur des sujets essentiels, l'éducation, les transports. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre dans le pays. Il y a des endroits où ça se passe bien, et je pense qu'on pourra soutenir ceux qui portent des projets qui avancent bien. La République en marche soutiendra des maires LR qui font bien leur boulot, quoi, si j'ai bien compris. Vous savez, j'en connais, moi. Je peux vous donner quelques noms. Il faut pas mettre à la porte. Estrosi, par exemple. Il faut pas mettre à la porte de manière dogmatique des gens qui travaillent bien pour leur territoire. Monsieur Robinet à Reims. Il faut avoir une bonne vision. Moudinque à Toulouse. Oui, mais il faut avoir une vision de ce qu'ils veulent faire et surtout dans quel esprit ils le font. S'ils le font dans un esprit partisan, un esprit d'étiquette, vous les appelez un esprit sectaire, à trouver un accord avec vous. Mais on appelle effectivement, mais ça depuis 2 ans. Et moi j'ai beaucoup travaillé comme ça, et tous les députés d'ailleurs cherchent à travailler comme ça avec tous les élus locaux, à ce qu'on travaille ensemble pour que les projets avancent. Soit on y arrive, on continuera à travailler ensemble, soit on n'y arrive pas, et dans ce cas-là, il faudra qu'on en tire des conséquences. Moi la clé de cette affaire, c'est que dans notre pays, pourquoi les extrêmes continuent d'être forts, voire parfois même de monter, on le voit sur certains territoires ? Parce qu'on n'a pas de résultats. Il nous faut des résultats nationaux, il nous faut des résultats européens, et il y a beaucoup de solutions d'ailleurs françaises qui demandent de l'Europe. Et on a beaucoup de solutions européennes. Si je vous parle des fonds européens, moi je vais me battre là pendant des mois et des mois pour avoir un bon budget européen. Si les élus locaux... Le budget de la PAC, au passage, ne bougera pas. On veut le maintenir en montant sur ce qu'il était avant que le Royaume-Uni parte. En gros, le budget qui était celui que touchaient les 27 pays
de 2014 à 2020, on voudrait que ce soit le même en 2021-2027. Mais typiquement la PAC, si je me barre des nuits à Bruxelles et qu'ensuite on n'a pas les bons tuyaux, on n'a pas les bons mécanismes et on n'a pas la bonne implication des élus locaux pour que ça arrive jusqu'aux personnes sur le terrain, aux agriculteurs, aux entrepreneurs, aux jeunes qui sont dans l'emploi, parce que tout ça c'est soutenu par l'Union européenne, on a un problème. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est trouver, un peu comme en Europe, alors on ne parle pas de Mme Vestager dans toutes les mairies de France, mais on a besoin de gens compétents, de gens motivés et de gens qui nous aident à déployer. Vous l'aimez bien, Mme Vestager, ce serait bien résultats. Une femme présidente de l'Union européenne. Mais vous en avez beaucoup parlé, donc de la Commission européenne. Mais on a besoin des meilleurs sur tous nos territoires, parce que les défis publics, les défis de la vie collective, les défis économiques, les défis sociaux, ils sont immenses. Et on ne peut pas se priver de talent, et on ne peut pas non plus être sectaire, parce que si on est sectaire, eh bien on fait ce qu'on a fait depuis des années. En fait, à la fin, on ne fait pas assez pour les Français. Merci Amélie de Montchalin, merci d'être venue nous voir. RMC BFM TV, 8h54.